Bonjour et bienvenue sur ce petit point cul de lecture avec la suite de la quête des Willan. Nous nous étions arrêtés au chapitre 10. Je vais pouvoir commencer le chapitre 11. Ils coururent à l'aveuglette pendant une dizaine de minutes, l'esprit paralysé par la peur. Camille se ressaisit la première. Hors d'haleine, elle s'arrêta et s'appuya contre un arbre. Stop, Salim. Nous sommes des êtres humains, pas des lapins. Je ne suis pas sûr que Letzlich voit la différence, commença Salim, se tenant les côtes pour essayer de calmer les battements de son cœur. Moi je la vois et c'est l'essentiel. Edwin voulait qu'on se dirige vers l'est. Tu crois qu'on a pris la bonne direction? Comme on a le soleil dans les yeux et que nous sommes le matin, je dirais qu'il y a des chances pour qu'on aille vers l'est. Mais bon, c'est toi le génie, pas moi. Camille poussa un long soupir. Nous allons marcher, articula-t-elle avec force. Si Edwin s'est fait ratatiner, ça ne fera pas beaucoup de différence que Letzlich nous trouve ici ou 100 mètres plus loin, complètement épuisé. Tu es d'accord? La question n'était que de pure forme. Salim comprit que Camille prenait la tête de la drôle d'équipe qu'il formait. Cela ne le gênait absolument pas. Les deux amis se remirent en route. Tu ne crois pas que nous pourrions aller voir ce qui est devenu, Salim? Demanda Salim. Non. Non, non. Salim s'en renfrogna un peu. Il a dit qu'il nous retrouverait. Je crois qu'il le fera. Si par malheur les Slish ont eu sa peau, nous ne leur mâcherons pas le travail en fonçant à leur rencontre. Tu ne crois pas? Camille s'était aperçue que son ami tiquait et elle lui avait parlé avec un grand sourire. Il se rasséréna. D'accord, mais je suis convaincu qu'il aurait réglé leur compte à ces deux lézards. Tu as entendu ce qu'a dit le premier? C'est quoi d'après toi cette histoire de légende? Et pourquoi ces bestioles te cherchent-elles? Pourquoi t'appellent-elles les Willan? Et que voulait Edwin quand il t'a dit Stop, Salim? Camille s'était bouché les oreilles. Je me pose les mêmes questions que toi et je n'ai aucune réponse. Alors s'il te plaît, cesse de m'ensevelir sous tes paroles et marchons. Salim regarda son ami avec de grands yeux. T'ensevelir? Mais Camille lui tira la langue et détourna la tête. Salim en fut réduit à lui emboîter le pas. Ils progressèrent un moment avant de s'apercevoir que la forêt avait enfin changé. Les arbres, s'ils restaient majestueux, ressemblaient davantage à ceux qu'ils avaient l'habitude de voir. Tout d'un coup, ils franchirent la lisière et se retrouvèrent au bord d'un océan d'herbes hautes qui s'étendait à perte de vue. Sans se concerter, ils se retournèrent. La forêt était bien là derrière eux. Elle s'arrêtait brusquement, comme si les arbres avaient respecté une limite invisible et infranchissable, tracée à la règle. Ben ça alors, murmura Salim en contemplant l'immensité qui s'ouvrait devant eux. Pour un pré, c'est un pré. Je crois, se moqua Camille, que prairie conviendrait mieux. Crâneuse, lança Salim avant de se pencher vers une plante fleurie qui jaillissait des herbes. Bon, Edwin nous a dit d'aller vers l'est et de marcher en direction d'Alvor, résuma Camille. J'arrivais à peu près à dénicher à l'est, mais de là à repérer une ville avec précision. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu marches une demi-heure en direction du nord-est, tu arriveras à une piste qu'il te suffira de suivre pour atteindre Alvor. Comment tu sais ça, toi? Demanda Camille en se tournant vers Salim. Mais il était toujours en train d'examiner la plante sans lui prêter attention. Et de toute façon, la voix n'était pas la sienne. Camille, d'ailleurs, n'était pas sûre que quelqu'un ait prononcé ces mots. Elle scruta les alentours, il n'y avait personne. Tu as raison, il n'y a personne. Qui parle? Où êtes-vous? Camille avait crié. Salim, tu m'entends? Le garçon, perdu dans sa contemplation, ne broncha pas. J'ai préféré le mettre à l'écart un moment. Il ne risque rien, et nous serons plus tranquilles ainsi pour discuter. Camille expira longuement. Il ne fallait pas s'affoler. Cette voix, si elle résonnait directement à l'intérieur de sa tête, n'était pas plus dangereuse qu'une paire de Tzlich. Je te préfère comme ça. La voix s'était teintée d'une gentille ironie qui rendit Camille furieuse. Je me fiche de ce que vous préférez. Vous allez réveiller Salim et ensuite vous irez pêcher la baleine dans votre baignoire, compris? Tu as vraiment un sale caractère. Tu sais, tu n'es pas obligé de crier ni de parler à voix haute, je t'entends parfaitement d'où je suis. Où êtes-vous et qui êtes-vous? Je suis très loin d'ici, à Alpol, et je suis Eléa Ril Morieval, une sentinelle. Une curiosité de Camille... La curiosité de Camille avait pris le pas sur sa crainte. Cette voix féminine paraissait plutôt bienveillante, et elle tenait peut-être là un moyen d'obtenir enfin des réponses. Alpol, commença-t-elle, ça a un rapport avec les montagnes du Nord? Excellente déduction. Je n'en suis pas étonné, mais tu me fais plaisir. Alpol se situe bien dans les montagnes qui portent ce nom. C'est une ville en ruine déserte et maudite.
Qu'est-ce qu'une sentinelle? C'est une longue histoire, et comme il n'est pas essentiel que tu la connais, je ne te la raconterai pas. Sache simplement que nous les sentinelles étions garants de la sécurité de l'Empire, jusqu'à ce que les Tzlich nous emprisonnent sous la surveillance d'un gardien. Il serait juste aujourd'hui de nous nommer les figés, parce que nous ne pouvons plus bouger et parce que notre pouvoir est paralysé. Camille se tut un instant, et la voix respecta son silence. Elles essayaient de mettre en correspondance tout ce qu'elles savaient avec l'intervention de cette mystérieuse figée. C'était loin d'être évident, mais la question suivante lui sembla couler de source. Vous savez pourquoi je suis ici? Bien sûr, c'est moi qui t'ai fait venir. Il fallut un moment à Camille pour digérer l'information. Ignorer ce qui se passait était une chose, se savoir manipuler en était une autre. Et elle n'était pas certaine d'apprécier l'évolution de la situation. Une vague de colère déferla en elle, qu'elle ne tenta pas de contrôler. Vous racontez la suite quand vous voulez, hurla-t-elle. J'ai autre chose à faire qu'à discuter avec une figée qui a besoin d'un quart d'heure de repos entre deux pensées médiocres. La réponse fusa immédiate. Petite insolente, as-tu conscience que tu dépasses les limites? Je pourrais t'infliger un châtiment tel qu'il te ferait la vie entière pour t'en remettre. Camille éclata d'un petit rire narquois. Ça m'étonnerait. Et pourquoi donc, jeune présomptueuse? La voix était devenue menaçante. Camille ne se démonta toutefois pas. Tout d'abord parce que l'on est incapable de se déplacer, parce que lorsqu'on est incapable de se déplacer et qu'on en est réduit à parler à distance comme un légume pseudo-intelligent, on évite de se montrer trop prétentieuse. Ensuite, parce que si vous m'avez fait venir ici, c'est que vous avez besoin de moi. Alors arrêtez vos menaces idiotes, expliquez-moi la situation et en quoi elle me concerne. Le silence retomba et Camille se baissa pour cueillir une fleur qu'elle plaça entre ses dents. Elle se calmait peu à peu et se demandait si elle n'avait pas dépassé la mesure. Avant qu'elle n'ait eu le temps de vraiment s'inquiéter, elle entendit de nouveau la voix résonner dans son esprit. C'est bon, je cède pour l'instant, mais il se pourrait qu'un jour tu regrettes ce manque de respect. Camille se contenta de lever les yeux au ciel. Tu es né ici dans ce monde, et j'ai connu tes parents. Camille hoqueta. Ses jambes se mirent à trembler et elle dut s'asseoir. Son interlocutrice continua imperturbable. Je n'ai pas le temps de te raconter tout par le détail. Tu es la première personne à qui je parviens à communiquer depuis 7 ans. C'est épuisant et je cours le risque que le gardien ne s'en aperçoive. Il faut que tu te rendes à Alvor. Là, va trouver Duom Nilherg. C'est un maître analyste de talent. Il te testera et découvrira peut-être pourquoi c'est toi qui es arrivé ici et non ton frère. Mon frère? Si elle n'avait pas été assise, Camille se serait effondrée. Un frère? Elle avait un frère. La figée semblait maintenant pressée et le débit de ses paroles s'accéléra. Il est primordial pour l'avenir de ce monde que ton frère revienne. Lui seul a le pouvoir de nous libérer. Il faut que nous rouvrions l'imagination à nos dessinateurs pour vaincre l'ennemi. Mais écoute attentivement ce que te dira Duom Nilherg. Il saura te guider. Notre seul espoir est que tu possèdes suffisamment de talent pour nous ramener ton frère. J'ai utilisé toute la puissance que j'avais réussi à mettre de côté pour communiquer avec toi. Et je vais redevenir impuissante pour longtemps. Peut-être des années. Mais je ne sais pas comment je suis venu ici, ni comment repartir. J'ignorais jusqu'à présent que j'avais un frère. Tu n'es pas aussi désarmé que tu le crois, répondit la voix soudain distante. Tu es la fille d'Elicia et Altan Gil-Sayan. Souviens-toi, ton frère est Alpol, notre monde compte sur toi. Camille perçut nettement l'arrêt de la communication avec la sentinelle. Où qu'elle fût, celle-ci était désormais inaccessible. Elle n'envisagea pas de mettre en doute ses paroles, elles sonnaient trop justes et quelque chose en elle criait qu'elle disait vrai. Elle se leva et inspira longuement. Ainsi, elle était originaire de ce monde. L'idée lui plaisait assez et elle se surprit à sourire. Elicia et Altan Gil-Sayan. Ce n'est quand même mieux que Françoise et Maxime du ciel. Camille écarta les bras. Elle se sentait tout d'un coup très forte. À côté d'elle, Salim se redressa. Eh, ma vieille, lança-t-il. C'est bien beau de bailler au cornel, mais il faudrait peut-être qu'on se décide, tu crois pas? Tu as raison. Nous allons nous diriger une demi-heure vers le nord-est, puis nous prendrons la piste qui mène à Alvor, et pendant que nous marcherons, je te raconterai une drôle d'histoire. Tu es d'accord? Fin du chapitre 11. Tac. On va s'hydrater. Si je sens que ça tire trop, je ferai peut-être que 5 chapitres.
Hop. Tac, tac, tac. Bon. Chapitre 12. La traversée de la prairie jusqu'à la piste leur prit 1 heure. Les herbes hautes entravaient leur marche, et nombreux terriers cachés gênaient leur progression. Cela ne les empêcha pas de remarquer avec émerveillement toutes les différences entre ce monde et le leur. D'énormes fleurs formaient des flaques de couleurs vives au milieu du vert de la prairie. D'étranges papillons virevoltaient autour de leur corolle. Des oiseaux au plumage bariolé, qui visiblement ne savaient pas voler, déboulèrent à plusieurs reprises entre leurs pieds, et Salim en vient s'engouffrer dans un terrier. Une bande de petits cervidés détala devant eux en bondissant à des hauteurs surprenantes, et en poussant des sifflements aigus. Leur front était surmonté non d'une paire de bois, mais d'une crête osseuse et dentelée. Quand plus loin ils découvrirent le corps d'un de ces animaux éventrés et à moitié dévorés par ce qui pouvait être qu'un gros carnivore, l'enthousiasme de Camille Salim chuta brutalement. L'herbe avait été piétinée par une crêtière manifestement énorme, et la prairie leur parut soudain dangereuse. Ils décidèrent de parler à voix basse et d'avancer avec prudence. Lorsqu'ils atteignirent enfin la piste, ils se sentirent rassurés. Les profondes ornières creusées dans le sable dur et les traces de chevaux indiquaient une fréquentation régulière. « Bon, dit Salim, résumons-nous. Tu t'appelles Ewilan Gilsayan et non Camille du Ciel. Tu dois sauver l'univers en cherchant un frère que tu ne connais pas, et pour nous faciliter la vie, ce frère est resté dans notre monde, que tu ne peux nous faire réintégrer, c'est ça ? C'est à peu près ça, acquiesça Camille. Tu dépeins une situation bien sombre, mais tu as sans doute raison. Salim secoua les mains. Non, non, pas du tout, je ne voulais pas être défaitiste. En fait, je trouve ça trop fastoche et super amusant. Par contre, si ça ne t'embête pas, je me contenterai de te suivre, parce que pour l'instant, j'avoue que je suis un peu perdu. Salim, tu es génial. Je sais, c'est ce que les journaux disent toujours de moi. Quand tu n'es pas mal, mais tu n'es pas mal non plus dans le genre cadeau surprise. Bon, on y va ? Faut qu'on trouve ce duo je ne sais plus quoi pour qu'il te teste. Je suis prêt à parier cher qu'il va être étonné celui-là. Salim trouvait la situation follement excitante et n'avait qu'une crainte, se réveiller en s'apercevant qu'il avait rêvé. Une heure plus tard, ils avaient mal aux jambes et leurs estomacs commençaient à crier famine. Bien qu'ils aient croisé plusieurs pistes secondaires et que les signes de fréquentation, empreintes et traces de feu soient devenus plus nombreuses, ils n'avaient encore vu personne. Des arbustes ployaient sous le poids d'appétissantes baies rouges, mais ils préféraient ne pas y goûter, pas plus qu'ils ne burent l'eau boueuse d'une mare découverte à proximité de la piste. La prairie, ils s'en rendirent compte, n'était pas plane, son relief formait des courbes douces qui suffisaient à masquer l'horizon. Quelques arbres isolés auraient constitué d'excellents points de vue si leurs épines acérées n'avaient dissuadé Salim de les escalader. Le garçon soupira. « On ne peut pas dessiner un autobus ?» Camille ne répondit pas. « Un vélo alors, ou une paire de rollers ?» Arrête de dire n'importe quoi, Salim. « Tu pourrais y mettre du tien, s'indigna-t-il. Je suis sûr que c'est possible. Tiens, regarde, je vais essayer. » Salim s'arrêta, et sous le regard étonné de Camille, se prit le front entre les doigts. Il ferma les yeux, feignant de se concentrer intensément. Camille s'apprêtait à lui lancer une boutade lorsqu'un bruit se fit entendre. D'abord faible et distant, puis de plus en plus fort. Ils aperçurent bientôt une charrette qui s'approchait lentement. Salim sauta en l'air. « Tu as vu ma vieille, moi aussi je suis un sorcier du dessin. » Camille lui donna une tape sur l'épaule. « Jalouse !» cria Salim en riant. Ce n'est pas par la violence que tu triompheras de ma puissante magie africaine. » La charrette parvint à leur hauteur. Un petit homme au ventre proéminent et à la peau aussi noire que celle de Salim conduisait l'attelage formé de 2 chevaux gris, tandis que derrière lui s'entassaient une dizaine de gros sacs de toile rebondis. Ils lui adressèrent de grands signes et il tira sur ses rênes. « Oh, sac à puce! Oh, grand gosier! Oh !» Les chevaux s'arrêtèrent et le conducteur se pencha vers eux. « Mais sacré de bon sang !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que ces 2 ptios comme vous fabriquent dans la grande herbeuse ?» Camille réfléchit intensément. Que pouvait-elle répondre? Il était hors de question de raconter la vérité à cet homme qui avait de bonnes raisons d'être curieux. Elle ne trouvait rien à dire et commença à s'affoler. « Nous nous rendons à Alvor, expliqua alors Salim d'un ton tranquille. À pied? L'homme semblait stupéfait. Non, expliqua Salim, nous sommes partis de chez nous avec un marchand. Elle jeta un coup d'œil rapide au chargement de son interrupteur et continua. Un marchand de graines, mais nous avons été attaqués par un fauve, une bête féroce.
Une bête atroce. Mon ami est tombé de la charrette et en voulant la retenir, je suis tombé à mon tour. Le marchand ne nous a pas entendus et a filé. L'homme ouvrait de grands yeux. Et le fauve? Le fauve? Oui. Ben, il est reparti sans s'occuper de nous. Peut-être avait-il envie de manger du cheval et pas de l'humain. Ça perliflute, les ptios, c'est une sacrée aventure, déclara l'homme en se frottant le crâne. Veut dire que vous avez eu de la chance. Les tigres des prairies sont des bestiaux qui ont toujours faim. Vous avez vu tomber sur le seul qui soit au régime. Je vais à Alvor pour vendre des graines moi aussi. Je vous emmène, si vous voulez, et je vous promets de pas vous abandonner comme ce... Comment t'as dit qu'il s'appelait, ce lâche? Je ne l'ai pas dit, mais je crois bien que c'était Gus Guy Leffel. Un noble? Tu dois te tromper. Salim se mordit les lèvres, il fallait toujours qu'il en fasse trop. Camille vola à son secours. Bien sûr qu'il se trompe, c'était Gus Eiffel, sans Guil. Il devait nous emmener chez mon oncle, je n'ai pas vu depuis au moins 10 ans. Le marchand se rasséréna. Hop. Jamais entendu parler de ce Gus Eiffel, mais si un jour je le croise, il trouvera à qui parler. Abonne des ptours de la grande herbeuse, quelle honte. Allez, montez. Mon nom à moi, c'est Ivan Wuhum, mais appelez-moi Wuwu, comme tout le monde. Camille et Salim grimpèrent à l'arrière, se calant confortablement contre les sacs de graines, pendant que Wuhu motivait son attelage pour le départ. Sac à puce, grand gosier. Salim étira ses jambes avec un gémissement de bien-être avant de se tourner vers Camille. Bravo pour tout à l'heure, tu as rattrapé le coup comme un pro, mais comment as-tu su qu'il fallait enlever le guil à notre célébrité française? La logique, Salim, la logique. Edwin Till Ilan, Duhomme Nil Erg, Altan Gil Saillant. Le point commun à ces personnages est la partie centrale de leur nom. Selon toute probabilité, c'est le signe de leur noblesse. Salim poussa un sifflement admiratif. Ma vieille, tu m'épates. Mais dis-moi, ça suffit donc que tu es une noble. Camille haussa les épaules. Il semblerait que oui. Salim poussa un second sifflement et croisa les mains derrière sa nuque. Un doux soleil lui chauffait agréablement le visage. L'air était pur. Camille près de lui. Ouhou se tourna vers eux. Les ptios, si vous avez l'estomac qui rouspète, il y a une miche de pain d'herbe dans le sac à côté de vous. Ma douce l'a fait cuire ce matin. Il y a aussi du bon pâté de termites et de quoi vous désoiffer le gosier. Allez-y, vous gênez pas. Camille ne put retenir une grimace, mais Salim poussa un cri de joie et saisit le sac. La nourriture locale, d'abord surprenante par sa saveur légèrement épicée, s'avéra délicieuse. Rassasiés, les deux amis s'assoupirent, bercés par le balancement de la charrette. Hop. Chapitre 13. Hop. Hydratation. Hop. Chapitre 13. Lorsqu'ils s'éveillèrent, l'immense prairie avait cédé la place à un paysage vallonné parsemé de bosquets de feuillus et couvert de champs cultivés où travaillaient de nombreux paysans. De grosses fermes fortifiées se dressaient au milieu des cultures. La charrette peinait en gravissant la piste qui montait régulièrement jusqu'à un col au sommet duquel était bâtie une tour de guet. Sous les encouragements de leur maître, Sacapuce et Grand Gosier courbaient l'échine quand ils parvinrent sur la crête. Alvor apparut. C'était une immense cité, ceinte de remparts crénelés, au centre de laquelle était érigé un puissant château. Une multitude de tentes colorées étaient montées à l'extérieur des murs. Wuwu dut percevoir l'étonnement de ses passagers car il expliqua. C'est la foranelle, les ptios. Il y a moins de monde que d'habitude vu que la période n'est pas à la joie ni au commerce. Mais il faut avouer qu'elle reste impressionnante. C'est là que je dois vendre mes graines. Et c'est là que nous nous quitterons. De toute façon, il y a des foutus gardes pas commodes qui me laisseraient pas entrer en ville avec ma charrette et mes deux canassons. Camille, qui s'était perché sur le banc à côté de lui, sourit. Vous nous avez déjà bien aidés et nous nous débrouillerons pour la suite. La charrette descendit lentement vers la ville. On se croirait revenu au Moyen-Âge, souffla Salim à l'oreille de son ami en montrant les murailles et les tours. Tout est en pierre, il n'y a pas un seul morceau de béton ou une longueur de fil électrique. La route était désormais encombrée par des attelages, des cavaliers et une multitude de piétons. Bientôt les chevaux de Wuwu avancèrent au pas. Il leur fallut plus d'un quart d'heure pour parvenir aux premières tentes. Camille piaffait d'impatiente. Wuwu, finit-elle par dire, ça vous dérange pas, nous allons continuer à pied. J'ai hâte de retrouver mon oncle et je crois que nous irons plus vite si nous vous forçons compagnie.
C'est tout bon les ptios, acquiesça le marchand de graines. Vous êtes pratiquement arrivés. Maintenant, bonne chance. Les deux amis le remercièrent chaleureusement et sautèrent sur le bas-côté. Aussitôt, ils furent bousculés, entraînés par la foule, et Salim dut se cramponner à Camille pour ne pas la perdre. Hé, ma vieille, cria-t-il, ne me quitte pas. Le coin est sympa, mais sans toi, je me sentirais un peu trop perdu à mon goût. Camille sourit et sans répondre tendit le bras. Salim s'empourpra, puis après une brève hésitation, il attrapa la main que son ami lui proposait. Leur regard était sans cesse attiré par les étalages et les merveilles qu'il présentait. Les étoffes étaient soyeuses et colorées, certaines magnifiquement brodées, d'autres semblaient dégager une lumière propre, tant qu'elles resplendissaient. Les odeurs qui montaient des étals de nourriture leur mettaient l'eau à la bouche. Ils ne parvenaient pas, la plupart du temps, à découvrir la nature des aliments proposés, mais leur estomac était au supplice. Salim soupira lorsque Camille l'arracha à la contemplation des morceaux de viande rôtie, enroulés dans des feuilles dorées nappées d'une sauce odorante. Ne rêve pas, lui conseilla-t-elle gentiment, nous ne pouvons rien acheter. La transaction s'effectua à l'aide de pièces de monnaie de forme triangulaire, percées d'un trou en étoile. La plupart des commerçants et des acheteurs les rangeaient dans des bourses de cuir pendues à leur cou ou à leur ceinture. Aucun signe de billet ou d'un quelconque autre moyen de paiement. Camille s'arrêta un moment devant une table pour admirer une collection de pierres ciselées. Il y avait là des gemmes précieuses, mais aussi des miniatures sculptées avec une minutie extraordinaire dans des minéraux inconnus. Elle caressa du bout des doigts la pierre sise dans sa poche. Rien devant elle ne lui ressemblait. Plus loin, des étalages proposaient une profusion de vieux grimoires reliés de cuir, de bois ou de marbre. Mais le plus surprenant présentait des animaux vivants. Ils s'émerveillèrent ainsi devant une volière bruyante et colorée, avant de s'attarder face à une série de cages suspendues à la hauteur des yeux. Des animaux gros comme des chats, couverts d'une fourrure bleutée, s'y tenaient debout, agrippant les barreaux de leurs mains minuscules. Curieusement semblables à celles des hommes, tout court, voilà. C'est des animaux gros comme des chats, couverts d'une fourrure bleutée, s'y tenaient debout, agrippant les barreaux de leurs mains minuscules, curieusement semblables à celles des hommes. À côté, un commerçant, un gros lézard vert sur l'épaule, hélait les passants. Gobeur d'ombreuse, pour en finir avec les mouches, Tizina et autres guêpes, gobeur d'ombreuse. Comme pour l'aider dans son travail, le lézard ouvrit tout à coup la gueule. Une langue démesurément longue en jaillit et s'enroula autour d'un insecte qui voltait à proximité. En un éclair, le gobeur ramena sa proie et l'avala placidement. Les gens s'interpellaient, criaient, marchandaient, se bousculaient. Marche-ombre! Marche-ombre! Le cri avait fusé, dominant le brouhaha. Il fut repris étalage après étalage par les vendeurs dont le visage s'était assombri. Camille et Salim les virent scruter la foule avec suspicion. Tout près d'eux, un commerçant jeta une étoffe sur ses miniatures en bois. Le comportement des passants aussi avait changé. Ils étaient soucieux et beaucoup portèrent leurs mains à leur ceinture ou à leur cou pour vérifier la présence de leur bourse. Camille s'apprêtait à demander des explications lorsque Salim lui serra la main. « Regarde, murmura-t-il, c'est extraordinaire !» Camille suivit son regard sans rien remarquer. « Tu as vu ?» demanda le garçon, « il est fantastique !» Son ami écarquilla les yeux en signe d'incompréhension. Salim, surexcité, tendit le doigt. Un homme, d'apparence banale, passait d'étal en étal, n'arcandant aux marchandises qu'un bref coup d'œil, avant de continuer son chemin. Un flâneur parmi des centaines d'autres. « Marchons !» hurla soudain un marchand de bijoux. Le commerçant catastrophié contemplait l'emplacement qui avait été occupé par une bague magnifique, maintenant volatilisée. « C'est lui !» souffla Salim en montrant du manteau le bédo qui venait de désigner à Camille. Ils lui emboîtèrent le pas. « Encore !» s'exclama Salim, je ne sais pas comment il fait. Camille fronça les sourcils et fixa l'homme au risque de percuter quelqu'un. Quelques mètres plus loin, Salim lui serra à nouveau la main, mais cette fois-ci, elle était attentive et vit toute l'action. Le geste avait été si rapide, si fluide, qu'il était indécelable par quiconque n'avait pas son attention focalisée sur lui. La main de l'homme fusa dans un mouvement souple, presque reptilien. Ses doigts se refermèrent sur une effigie de bois sombre, qui en une infime fraction de seconde disparut dans sa manche. Comme alerté par un sixième sens, l'homme se retourna. Il détailla les deux amis et porta son index dressé devant sa bouche, en leur adressant un clin d'œil, puis il ne fut plus là. Camille écarquilla les yeux, il avait tout simplement disparu. « Marchand !» s'époumonna le propriétaire de la statuette. Salim fit une moue admirative. « Si un marchand est quelqu'un d'aussi doué que cet inconnu, glissa-t-il à l'oreille de Camille, alors je connais mon futur métier. » Mais il a disparu,
objecta-t-elle et... Mais non, la coupa Salim, viens voir. Il entraîna son ami jusqu'au stand où le marchand pleurait son bien volé. Regarde. Entre deux étalages, un pan de tissu avait été fendu sur toute la longueur. Je n'ai jamais vu personne se déplacer aussi vite et avec autant de précision, s'exclama-t-il. Il s'est glissé dans l'ouverture en moins de temps qu'il ne faut pour boire un verre de whisky. Jolie comparaison, non? Camille soupira. Eh bien, monsieur le futur marchand, il va te falloir travailler, surtout si tu veux que ton esprit soit aussi fin que tes gestes. Fin du chapitre 13, je vais entamer le chapitre 14. Ils se remirent en route, pendant une foule de plus en plus compacte pour parvenir aux portes de la ville. Les immenses battants de bois épais de plus de 40 cm étaient ouverts. 4 gardes en armure surveillaient l'accès. Camille et Salim marquèrent un temps d'arrêt. Jusqu'à présent, hormis Edwin, les gens qu'ils avaient rencontrés n'étaient pas vêtus de manière très différente de la leur. Certes, le blouson jean de Salim avait suscité quelques regards incrédules, mais les vêtements locaux, tuniques et pantalons de toile, étaient suffisamment simples pour que le leur ne choque pas. En découvrant les soldats, Camille et surtout Salim prirent conscience pour la première fois qu'ils avaient basculé dans un autre monde. Les gardes étaient de véritables colosses. Hauts de presque 2 mètres, ils portaient une armure articulée de cuir et d'acier. Ils étaient coiffés d'un casque qui protégeait le nez et descendait bas sur la nuque. Ils tenaient à la main une lance à l'impressionnante lame dentelée. Un blason doré représentant un rameau était peint au centre de leur pectoral. Ils observaient avec attention les personnes qui entraient et sortaient de la ville. Camille et Salim se consultèrent du regard, puis passèrent en retenant leur souffle. Les soldats ne bougèrent pas et les deux amis se détendirent. À l'intérieur des murailles, la foule s'éclaircit. Les rues étaient pavées d'immenses dalles de pierre grise. Les maisons, soigneusement entretenues, qui les bordaient présentaient 1 à 2 étages. Leurs façades étaient décorées de plantes grimpantes et des fleurs s'épanouissaient aux fenêtres. L'ensemble évoquait irrésistiblement une cité médiévale. Mais Camille, qui était férue d'histoire, savait que jamais aucune rue du Moyen-Âge n'avait été aussi propre. Pas de traces ici d'égouts en plein air, de tas d'immondices ou d'animaux en liberté. Elle entraîna Salim vers le château, suivant son instinct qui lui soufflait que si Douam Nil Erg était un personnage important, il résidait là. Cependant, au bout d'un moment, elle s'arrêta. Je crois, dit-elle, que nous avons un problème. Je m'étais imaginé que ce Douam Nil Erg tenait un magasin ou quelque chose du genre, mais finalement rien n'est moins sûr. Suffit de demander à quelqu'un, proposa Salim. Et que veux-tu demander à part son nom? Nous ne savons rien de lui, et vu la taille de la cité, ce serait un miracle qu'un passant le connaisse. Analyste n'est peut-être pas un métier, n'est peut-être même pas un métier. Les deux amis se tenaient près d'une fontaine, au centre d'une placette, non loin d'une auberge, le chien qui dort. Une poignée de clients attablés à l'extérieur parlaient fort et riaient beaucoup. L'un d'eux, un solide gaillard blond, portant les cheveux nattés, se leva pour poursuivre son histoire plus à l'aise. Et au moment où le Tzlich allait me porter le coup de grâce, j'arrive enfin à libérer ma hache. Je pars in extremis l'attaque de sa lame, je me redresse, et là, dans les yeux du monstre, je lis la peur. Je comprends qu'il veut fuir, trop tard. D'un puissant revers, je tranche son cou hideux, et il tombe raide mort, son sang rouge éclaboussant les alentours. L'homme se tut, prenant une posture avantageuse. Autour de lui, ses compagnons paraissaient perplexes. Il était nain, ton Tzlich, non? Arrête de boire, Bjorn, tu délires. Où as-tu mis son cadavre, gros malin? Le dénommé Bjorn prit l'attitude noble de l'incompris qui pardonne. Il jeta un coup d'œil circulaire pour voir si d'éventuels auditeurs avaient été séduits par son discours, et ses yeux tombèrent sur Camille. Il la fixa un instant comme si un souvenir remontait lentement à la surface de son esprit, puis un grand sourire éclaira son visage. « Vous ne me croyez pas ?» cria-t-il, « vous allez voir !» Il se précipita vers elle. Camille et Salim, éberlués, le regardèrent arriver sans bouger. Il saisit le bras de la jeune fille et se tourna vers ses compagnons de table. « J'ai la preuve !» hurla-t-il, manquant de lui démettre l'épaule dans son excitation. « Mais laissez-moi !» protesta-t-elle, « vous me faites mal !»« Lâche-la, gros tas !» menaça Salim. Bjorn ne sembla pas les entendre. Traînant Camille derrière lui,
Il retourna vers ses amis. Salim se préparait un assaut aussi courageux qu'Injil lorsque l'homme se décida à la libérer. Elle se tint un instant immobile, se massant l'épaule, puis explosa. Vous êtes né avec une bouse à la place du cerveau, quoi? Où avez-vous vu jouer qu'on arrache les bras des gens qu'on ne connaît pas? Espèce de gorille sans cervelle. Bjorn la dévisagea, surpris par ses invectives. Je suis désolé, jeune demoiselle, loin de moi l'idée de vous rudoyer. Je veux simplement que vous apportiez votre témoignage et que vous confirmiez ce que je racontais à l'instant à ces honorables messieurs. Les honorables messieurs étaient pour l'heure pliés de rire. Camille réprima un sourire. Comment voulez-vous que je témoigne? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Mais bien sûr que si, affirma Bjorn, vous savez. Et pourquoi donc? Parce que vous étiez là lorsque j'ai combattu le Slitch. Il y avait une nuance d'angoisse dans la voix du colosse, et Camille l'observa attentivement. Soudain, la lumière se fit dans son esprit. Le chevalier en armure, c'était vous? Mais oui, c'est ce que je me tue à vous expliquer. Pouvez-vous alors, je vous en supplie, confirmer que j'ai bien oxy cette créature? Camille dut faire un effort pour ne pas éclater de rire. La situation, pour étonnante qu'elle fût, était surtout comique. Bjorn attendait son verdict avec tant d'émotion qu'elle ne sentit pas le cœur de le décevoir. Elle se tourna vers les convives attablés. C'est vrai, affirma-t-elle. Les rires cessèrent et Bjorn carra les épaules. En effet, j'ai vu ce chevalier affronter vaillamment Anslich. Il était vêtu d'une belle armure, et c'est pourquoi je ne l'ai pas immédiatement reconnu. Et le Slitch? Demanda quelqu'un. Je me suis enfui avant la fin du combat. Je n'ai donc pas assisté à la mise à mort. Comme les railleries reprenaient, Camille ajouta. Mais j'ai vu avec quelle ardeur et quel courage ce chevalier luttait contre ce monstre. Je ne doute pas qu'il l'ait emporté. Elle avait décidé de passer sous silence les multiples vols planés du chevalier et son atterrissage final dans le roncier. Quand les applaudissements éclatèrent et qu'elle vit une joie naïve se peindre sur le visage de Bjorn, elle fut heureuse d'avoir pris cette décision. À boire pour tout le monde, clama le grand chevalier, surtout pour mes deux amis. Il saisit Camille et Salim par les épaules et leur ménagea une place autour de la table. Le tavernier apporta de nouveaux pichets de bière fraîche et Camille grimaça. Désirez-vous autre chose, demoiselle? S'inquiéta Bjorn. Il lui commanda aussitôt un verre de lait de siffleur. Je vous suis redevable de beaucoup, poursuivit-il, puisque grâce à vous mon honneur est sauf. Votre seigneurie, murmura-t-elle en se penchant vers lui, a oublié que le sang d'Etzlich est vert, pas rouge. Peut-être est-ce parce que vous n'en avez pas assez vu? Le sourire de Bjorn disparut pour revenir aussitôt. À votre discrétion, chuchota-t-il en levant son verre. Camille éclata de rire. Fin du chapitre 14. Début du chapitre 15. Il avait fallu faire des pieds et des mains pour que Bjorn accepte de leur rendre la liberté. Salim, qui peinait à achever sa chope de bière, devait sans cesse empêcher qu'on le resserve et Camille, lorsqu'elle essayait de se lever, se voyait contrainte d'affronter un nouveau verre de lait. Finalement, elle décida de ruser et interpella le chevalier qui semblait avoir perdu une partie de ses moyens dans l'alcool, à l'instar des autres hommes. Il parlait fort, gesticulait beaucoup, et son visage avait pris une couleur rouge vif. Bjorn, nous devons vous quitter. Une longue quête nous attend. Elle avait insisté sur le mot quête et l'effet ne se fit pas attendre. Il bondit sur ses pieds. Que ne le disiez-vous pas plus tôt? Bjorn Will Wyard est votre homme. Quel monstre s'agit-il d'oxyre cette fois? Camille sourit. Ce n'est pas une quête guerrière, Bjorn. Il s'agit d'une quête beaucoup plus personnelle, mais tout aussi importante. Le chevalier se frappa la poitrine, ce qui faillit le faire basculer en arrière. Peu importe, comment puis-je vous aider? Nous cherchons un dénommé Duom Nil Erg. L'analyste? Que diable avez-vous à traiter avec lui? Camille chercha en vain une réponse. Ce fut Bjorn qui la tira d'embarras. Suis-je sot? C'est une quête et dont un secret. Ne me révélez rien, je vais vous conduire jusqu'à lui. Le chevalier se tourna vers ses compagnons. Continuez la fête, camarades, je serai bientôt de retour. Pour l'instant, le devoir m'appelle. Il se dirigea avec quelques hésitations vers la fontaine dans laquelle il plongea la tête. Lorsqu'il la ressortit dégoulinant, il souriait et paraissait avoir retrouvé son équilibre. Allons-y. Les deux amis lui emboîtèrent le pas. Le chevalier les conduisit à travers la ville jusqu'à une large rue qui débouchait sur le château. Voilà, leur annonça-t-il,
Le cabinet de l'analyse se trouve à une centaine de mètres d'ici. Si ça ne vous fait rien, je ne vous accompagnerai pas plus loin. Je préférais combattre un tigre des prairies à main nue plutôt que d'approcher du homme Nil Erg de trop près. Il est si terrible que ça, s'étonna Camille. C'est lui qui m'a testé quand j'ai eu 18 ans et j'en garde un souvenir affreux. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Peut-être ai-je été atrocement vexé de ne détenir qu'un tout petit cercle bleu et un unique point jaune. Bjorn sourit tristement puis se reprit. N'allez surtout pas lui raconter ça, vous deux. Je peux vous faire confiance, n'êtes pas? Promis, dit Salim en se mordant les lèvres pour ne pas rire. Bon, je vous laisse maintenant. Je compte rester 3 ou 4 jours à l'auberge du chien qui dort. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à venir me trouver. Sur un dernier salut, le chevalier fit demi-tour et s'éloigna d'une démarche assurée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cercles et de points et de couleurs? S'étonna Salim. Nous n'avons qu'une chose à faire pour le savoir. Laquelle, chef? Devine. Allez en route. Une enseigne en métal argenté annonçait Duom Nil Erg. Maître analyste, au-dessus du nom, un dessin représentait 3 cercles imbriqués. Une lourde et impressionnante porte barrait le passage. Salim s'effaça devant son ami. Honneur aux dames. Camille inspira longuement et poussa Louis, céda sans aucune difficulté. Le perron s'ouvrait sur une pièce en contrebas de 3 marches. Lorsque les yeux se furent accoutumés à la pénombre qui y régnait, elle discerna un large comptoir de pierre, de profonds fauteuils de cuir et une multitude de cadres accrochés au mur. Ils entrèrent. C'est pourquoi... Pardon. Une voix de vieux. C'est pourquoi... C'est pourquoi... C'est pourquoi... La voix était sèche. De surprise, Salim faillit bondir dans la rue. Camille fit un pas en avant. Je cherche Duom Nil Erg. C'est moi, que veux-tu? Elle distingua enfin celui qui parlait. C'était un petit homme, à peine plus haut que le comptoir derrière lequel il se tenait, et qui semblait aussi vieux qu'une momie. Camille se sentit tout intimidée. On m'a dit de m'adresser à vous pour que vous me testiez. Trop jeune. La voix était froide et sans appel. Mais, trop jeune. Je ne teste qu'à partir de 18 ans, lorsque le don est installé. C'est important. Duom Nil Erg leva les yeux et fixa Camille qui se raidit. Jeune fille, tu me fais perdre mon temps. Mes tarifs pour une analyse sont certainement au-delà de ce que tu peux imaginer. Camille fut balayée par un frisson de désespoir. Depuis son entretien avec la sentinelle figée, elle s'était préparée à cette rencontre. Elle la savait vitale, et voilà que ce vieillard refusait de la tester. Elle s'enfonça ses mains dans ses poches pour se donner une contenance et toucha la pierre bleue qu'elle avait pris l'habitude de faire tourner entre ses doigts. Une idée germa dans son esprit qu'elle mit immédiatement en application. C'est peut-être une sphère graphe, avait dit Edwin, et le Slish, un peu plus tard, l'avait confirmé. Je peux vous payer, lança-t-elle, et cher. Un sourire naquit sur les lèvres de Duom Nil Erg. Tiens donc, et avec quoi? Avec ça. Camille posa la pierre sur le comptoir. L'analyse fit mine de la saisir, mais ses doigts s'arrêtèrent à quelques millimètres de sa surface. Une sphère graphe Slish, exclama-t-il. Comment te l'as-tu procuré et comment parviens-tu à la tenir? Elle se tut soudain et parut se concentrer. Il se tut soudain et parut se concentrer. Camille vit le dessin prendre naissance. Beaucoup plus net que celui d'Edwin allumant le feu, presque aussi beau que les siens. En fait, et une lumière sans source visible éclaira chaque détail de la pièce. Salim poussa un sifflement. La salle, richement meublée, était tapissée de tableaux. Tous représentaient 3 cercles, un rouge, un bleu et un jaune, qui se découpaient sur un fond blanc. Seule la position et la taille des cercles variaient. Sous chaque cadre était inscrit un nom en lettres d'or. Duom Nil Erg tenta à nouveau de saisir la pierre, puis devant son échec répété, l'examina avec une loupe. Il reposa finalement son instrument. C'est bien un objet de pouvoir Slish, déclara-t-il à Camille, qui ne l'avait pas quitté des yeux. Les propriétaires de ce genre de babioles ne s'en défont jamais, de leur plein gré, et je n'ai connu que 2 humains capables d'en toucher un. Comment te l'es-tu procuré? Camille n'hésita pas. Je l'ai trouvé par terre, aussi bête que cela paraisse. Acceptez-vous cette pierre comme paiement d'une analyse? Le visage de Duom Nil Erg perdit son air sévère. Elle vaut beaucoup plus que ça.
Les dessinateurs utilisent les sphères graphes pour leur incursion dans les spires. Celle-ci est de fabrication Slish et ne peut donc être utilisée par un humain. Elle a toutefois une valeur inestimable. Mais il faut que je sois testé. Du calme, jeune fille, du calme. Je vais t'analyser, puisque tu y tiens tant, et gratuitement. Merci, s'exclama Camille, merci beaucoup. Inutile de me remercier. Je doute que le résultat de ton analyse soit concluant. Rares sont ceux qui ont un don, et tu es dans tous les cas trop jeune d'au moins 3 ans. Je suis néanmoins surpris de ta capacité à toucher la sphère Slish, et curieuse de te connaître mieux. Sais-tu ce qu'est une analyse? Non, avoua Camille, pas vraiment. C'est bien ce qu'il me semblait. Je vais essayer de t'en faire comprendre l'essentiel. Le don, ou l'art du dessin, existe grâce à 3 forces. La volonté, la créativité et le pouvoir. Ces 3 forces existent en chacun de nous, mais souvent de manière trop embryonnaire ou disproportionnée pour que leur possesseur soit un dessinateur. Mon art consiste à jauger l'intensité de chacune de ces forces, à les situer les unes par rapport aux autres. Suis-moi. Duhomme Nilergue contourna le comptoir et en compagnie de Camille, il rejoignit Salim qui examinait les cadres. Ces tableaux, reprit l'analyste, correspondent aux tests qu'ont passés de brillantes personnes. Le cercle rouge correspond à la volonté, le bleu à la créativité et le jaune au pouvoir. Regarde, chaque tableau est unique et correspond à la manière de chacun des dessinateurs de se représenter les spires et de s'y déplacer. Il symbolise son don. Je comprends mal ce que sont les spires, avoua Camille. Rien de plus simple. L'imagination, sans majuscule, est quelque chose de très personnel. La faculté de se représenter des choses qui n'existent pas en réalité. L'imagination, avec une majuscule, est une dimension, un univers si tu préfères, mais immatériel. Et les spires sont les chemins qui parcourent cet univers. Il y a une infinité de chemins et une infinité de possibles qu'ouvre le pouvoir du dessinateur. Celui qui possède les 3 forces peut pénétrer dans l'imagination, et selon la puissance de son don, s'y enfoncer plus ou moins profondément. C'est cette puissance que je teste. Il les entraîna vers le mur le plus éloigné de l'entrée. Voici l'analyse de Sil Afian, notre empereur. Dans un tableau semblable aux autres s'étendait un grand cercle rouge qui en touchait presque les bords. Parfaitement centré sur lui, le cercle jaune était 2 fois plus petit, tandis qu'en périphérie le cercle bleu paraissait presque anodin, et sortait un peu de la limite définie par le rouge. La taille des cercles, leur agencement, leur place, tout est important. Mais le don n'est fort que lorsque 3 cercles de même taille s'interpénètrent. Plus la partie commune est importante, plus le don est puissant. Voyez, notre empereur a une volonté presque inhumaine, et son pouvoir est fort, mais son manque de créativité l'empêche d'être un véritable dessinateur. Duhomme Nilherg sourit en considérant la toile. Cela dit, on ne lui demande pas de dessiner mais de gouverner. Pour cette tâche, son test est parfait. Je vous laisse regarder pendant que je prépare l'analyse. Le vieillard quitta la pièce par une porte dissimulée derrière le comptoir. Tu as compris quelque chose? S'enquit Salim. Bien sûr, pas toi? Non, mais je n'ai pas tout écouté. À quoi ça va te servir de connaître la taille de tes cercles? À comprendre la nature de mon pouvoir, expliqua Camille, et à mieux l'utiliser. Bien, chef. Regarde, Edwin Tililan, c'est le nôtre. Salim désignait un cadre proche de celui de l'empereur. Camille s'en approcha. Si le cercle rouge et le cercle bleu, de taille identique, se superposaient presque, le cercle jaune, plus petit, était complètement à l'écart. Qu'est-ce que ça veut dire? Edwin possède les 3 forces, mais son cercle de pouvoir est décentré. Si j'ai bien compris, maître Duhomme, Edwin ne doit pas être un très bon dessinateur. Camille et Salim continuèrent à arpenter la pièce en essayant d'interpréter les tableaux. Ce fut Camille qui les découvrit. Ils étaient côte à côte, Elicia et Altan Gil-Sayan. Leurs dessins étaient presque identiques, 3 cercles de même taille formant une rosace au vaste centre. Camille s'apprêtait à appeler Salim lorsque Duhomme Nilergue entra. C'est prêt, si vous voulez bien me suivre. La pièce voisine était beaucoup plus petite. Au centre se trouvait un fauteuil en bois foncé et une table basse sur laquelle reposait un complexe assemblage de cristal et de métal argenté, dans un écrin tendu de satin. L'analyste pria Camille de s'installer sur le fauteuil, puis il lui couvrit le visage d'un masque de soie. Il déploya sur le mur face à elle un vaste pan de tissu de velours blanc. Après avoir recommandé à Salim de ne pas intervenir, il recula de 3 pas. Il se concentra et la pièce s'obscurcit.
Seul le montage de cristal sur la table luisait doucement. Un scintilleur est un appareil extrêmement subtil, expliqua-t-il. Sa structure s'étend dans l'imagination. Si tu peux dessiner, il les découvrira. Tu es prête? Oui, répondit Camille d'une voix un peu tendue. Que dois-je faire? Rien. Laisse-toi guider par le scintilleur et laisse-moi guider le scintilleur. Tout d'abord, il ne se passa rien. Puis, une explosion de couleur jaillit du cristal et nimba Camille d'un halo chatoyant. Salim ferma les yeux un instant tant la lumière était vive. Quand il les rouvrit, il discerna brièvement 3 cercles lumineux, en mouvement devant son ami. Puis soudain, le cristal s'éteignit. Lorsque la lumière revint, Duom Nilherg ôta délicatement le masque des yeux de Camille et le reposa sur la table. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il contemplait le résultat du test avec stupéfaction. C'est impossible, murmura-t-il. Cette figure n'existe que dans les livres. Camille se redressa. Un seul et immense cercle noir occupait tout l'espace du pan de velours blanc. Le vieil analyste finit par planter son regard dans le sien. Mais qui es-tu? Demanda-t-il. Qui es-tu donc? Fin du chapitre 15. Voilà, conclut Camille, vous savez tout. Ils étaient attablés face à Duom Nilherg après le test. Il avait fallu quelques minutes au vieil homme pour se reprendre. Il les avait ensuite entraînés dans un salon où il leur avait servi une décoction de plantes et avait demandé à Camille de lui raconter ses aventures sans rien omettre. Elle avait hésité un instant puis avait commencé son récit. Lorsqu'elle eut fini, l'analyste se rejeta en arrière sur sa chaise. Ainsi donc, tu es Ewilan Guild Saillant. J'aurais dû m'en apercevoir. Tu es le portrait de ta mère. Camille tressaillit. Connaissez ma mère? Le vieil homme eut un sourire triste et croisa ses mains sous son menton. Je l'ai bien connue. Elle était avec ton père la meilleure dessinatrice de l'Empire. C'était aussi une femme belle et bonne. Vous dites qu'elle était... Cela signifie qu'elle est morte? Je ne sais pas, mais c'est malheureusement probable. Tes parents ont disparu il y a plus de 7 ans, dans des circonstances dramatiques. Je te raconterai tout ça plus tard si nous en avons le temps. Camille fronça les sourcils. Qu'y a-t-il de si urgent pour que personne ne prenne le temps de m'expliquer ce qui arrive? Duom Nilherg se gratta le crâne, comme pour rassembler ses pensées, et commença. L'Empire est en guerre. Contre les Raïs et les Tlish au nord, le coupa Salim, et les Piratalines au sud. Edwin nous a déjà raconté ça. L'analyste le regarda avec étonnement puis sourit. Tu as certainement une place dans ce puzzle, toi aussi, mais que je sois rôti si je devine laquelle. Bon, je ne peux pas vous expliquer en 1 heure la géographie et l'histoire de l'Empire, mais je vais essayer de vous en faire un résumé. Tout indique que les humains sont arrivés ici il y a plus de 3000 ans, en provenance de votre monde. Il y a aucune preuve véritable, mais cela expliquerait que nous n'ayons pas connaissance d'une quelconque préhistoire à la Virienne. Comment s'est produit le passage, nous n'en savons rien. Bien que quelques créatures comme les marcheurs possèdent ces facultés, faire le pas sur le côté est une capacité intimement liée à l'art du dessin. Et il est difficile de croire que toute une partie de l'humanité possédait ce don et l'a utilisé au même moment pour émigrer. Quoi qu'il en soit, des humains ont changé de monde et l'empire de Gwendalavir est leur principale possession. Au-delà de nos frontières, il existe de nombreuses terres restées sauvages et inexplorées, et d'autres habitées par des races non humaines. Les Tzlish? Demanda Salim. Les Tzlish, en effet, ne sont pas humains et ne possèdent pas de royaume. Ils vivent aux dépens des peuples qu'ils assujettissent et sont nos principaux ennemis. Il y a bien longtemps de cela, alors que la société humaine n'était pas organisée en empire, les Tzlish nous ont envahis et réduits en esclavage. Ce fut le début d'une terrible période. L'âge de mort qui a duré 5 siècles. Ils nous utilisaient comme esclaves, comme jouets et comme source de nourriture. Pour empêcher nos dessinateurs de se rebeller, ils avaient placé un verrou dans les spires. Encore ce verrou? S'exclama Camille. Edwin nous en a parlé. Qu'est-ce que c'est au juste? Une barrière dans l'imagination, qui interdit aux dessinateurs de trop s'avancer dans les spires, et bride ainsi leur pouvoir. Il y a 1500 ans de cela, les hommes se sont libérés du joug Tzlish grâce à nos dessinateurs, menés par le plus grand de tous, Merwin Ril Avalon. La puissance des guerriers lézards a été brisée, et l'accès aux spires a été rouvert. Les Tzlish ont été décimés, et comme ils forment une race très ancienne qui se reproduit difficilement, nous avons cru qu'ils ne représentaient plus de danger. Nous nous l'aurions.
Ils étaient encore nombreux? Questionna Salim. Non, non, nous ne nous trompions guère sur leur nombre, mais nous sous-estimions leur malveillance. Leur soif de vengeance et surtout leur capacité à asservir les autres peuples, ils se sont réfugiés dans les contrées du nord chez les Raïs, qui n'ont eu aucune difficulté à soumettre. Les Raïs sont des êtres frustres et violents, dirigés par une lignée de rois fous et sanguinaires. Ils rêvent de conquérir Gwendalavir afin de s'approprier les richesses qu'ils ne sont pas capables de créer. Mais ils étaient alors trop désorganisés pour se montrer réellement dangereux. Les Tzlich ont pris la tête des armées, formé des guerriers innombrables et stupides. Puis ils ont ourdi de nouveaux plans, sans se presser, car le temps glisse sur eux sans les atteindre, mais avec le désir brûlant de nous anéantir. Inconscient du péril, l'Empire a vu le jour tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un ordre regroupant les plus puissants dessinateurs, les Sentinelles, a été créé et chargé de veiller sur les spires. Au nombre de 12, ces hommes et ces femmes ont toujours consacré leur vie à leurs dons et l'Empire. Et grâce à eux, pendant près de 15 siècles, nous avons vécu en paix ou presque. Nous maintenons sans trop de difficulté les raïs derrière la chaîne du pôle, les frontières de glace. Seul endroit où elles soient françaises ont tout le temps été gardées par nos meilleures troupes. Les Faëls, au-delà de la grande forêt de Baraï à l'ouest, ne sont pas belliqueux, et les montagnes de l'est nous protègent d'autres ennemis possibles. Et au sud, l'océan. Les piratalines étaient une gêne importante pour le commerce maritime, mais ne représentaient pas alors un véritable danger. Les Tzlich ont fini par revenir, le devança Camille. Oui, mais ce sont les hommes qui leur ont ouvert la porte. Il y a 7 ans, un groupe de sentinelles mené par Eléa Rilmerieval, une dessinatrice ambitieuse et sans scrupules, a prétendu que les Tzlich avaient disparu, que veiller était désormais inutile et qu'ils avaient le droit aux richesses et au pouvoir. Ils se sont opposés aux 2 plus puissants d'entre eux, Elicia et Altan Gilsayan. Mes parents, murmura Camille. Oui, 7 sentinelles sont entrées en dissidence, tandis que 3 restaient neutres. Seuls tes parents se sont élevés contre ce qu'ils considéraient une trahison. Pour eux, le danger Tzlich était toujours bien réel. Un violent affrontement opposait les 7 traîtres à tes parents. Elicia et Altan Gilsayan étaient de puissants dessinateurs, mais les autres étaient trop nombreux, et ils ont été vaincus. On ignore ce qu'ils sont devenus. Camille se sentit envahie par un flot de haine qui l'étonna et qu'elle tenta de juguler. Et ensuite, les Tzlich veillaient. Profitant de ce que tes parents étaient hors de combat, ils sont passés à l'attaque. Les félons diminués par leur récente lutte n'ont pas pu résister. Ils sont morts. Non, c'étaient de puissants dessinateurs, eux aussi. On ne peut anéantir facilement une sentinelle. Les traces retrouvées sur le lieu de la bataille nous ont renseigné sur leur sort. Et Tzlich les ont figés, c'est-à-dire immobilisés et privés de leurs dons, avant de les enfermer dans un endroit inconnu. Nous avons cherché longtemps, mais toutes nos tentatives ont été vouées à l'échec, et nous avons dû renoncer. Grâce à toi, nous savons maintenant que les sentinelles captives se trouvent à Alpol, une cité oubliée des montagnes du Nord. Camille écarquilla les yeux. Pourquoi les sentinelles ont-elles agi ainsi? L'explication communément admise est celle que je viens de te donner. Les sentinelles voulaient cesser un labeur difficile et peu gratifiant pour profiter des richesses qu'elles pensaient mériter. Mais à mon avis, le rôle d'Eléa Rilmerieval a été sous-estimé. Je suis persuadé qu'elle avait d'autres objectifs, qu'elle voulait prendre le pouvoir et qu'elle a peut-être conclu une alliance avec les Tzlich avant qu'ils ne la trahissent. Découvrir ce qui s'est réellement passé n'est malheureusement plus une priorité aujourd'hui. Nos armées sont en train de se faire tailler en pièces par les Raïs. Camille n'avait pas suivi la dernière partie des explications de Maître du Homme. Celui-ci s'en aperçut et lui jeta un regard interrogateur. Elle fronça les sourcils et fixa les yeux sur lui. Donc, la figée qui m'a parlé est certainement la femme qui a trahi tes parents. Fin du chapitre 16. La vipère! Explosa Salim. Ne t'emballe pas, mon garçon, lui conseilla Duhomme Nilherg. Ne pas m'emballer. Cette traîtresse s'est permis de faire ami-ami avec Camille alors qu'elle a peut-être causé la mort de ses parents. Elle est pétrifiée dans sa cave et continue à manigancier. C'est un monstre qu'il faut mettre hors d'état de nuire. La verve et l'indignation de Salim tirèrent un sourire au vieil Anaïst. Je suis heureux qu'Ewilan ait un défenseur aussi fervent que toi. Mais le véritable problème de l'Empire, ce sont les Tzlich et le verrou qu'ils ont placé dans les spires. Pas Eléa Rilmerieval.
Peut-être, ronchonna Salim. N'empêche qu'elle voudrait qu'on la libère, et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, le coupa Camille. Pour sauver l'Empire, nous devons délivrer les sentinelles. Elles seules peuvent briser le verrou de Slish dans les spires. C'est bien cela, maître du homme. L'analyste s'exclama avec une moue appréciative. Éveiller les figés, c'est un rêve qui hante les nuits de notre empereur. Une quête qui a jeté sur les routes nos plus preux chevaliers. Le seul espoir pour Gwendalavir, c'est maintenant chose envisageable. Il s'apprêtait à poursuivre, mais Camille le dévança. J'ai 3 questions. Pose-les, Willan, je serai heureux d'y répondre. Premièrement, ai-je vraiment un frère? Deuxièmement, que faisons-nous dans l'autre monde? Et pour finir, suis-je vraiment ici par la volonté de cette Eléa? Duom Nilherg sourit une nouvelle fois. Voilà ce que j'appelle un esprit bien fait, déclara-t-il. Elicia et Altan Gilsayan ont eu 2 enfants, toi et Willan, et Akiro, de 5 ans ton aîné. Je vous ai tenus tous les deux dans mes bras lorsque vous étiez petits, il y a 7 ans. Quand les sentinelles ont trahi, vous avez disparu. Nous étions convaincus jusqu'à aujourd'hui que le pire était advenu. J'ai désormais une autre explication et la réponse à ta deuxième question. C'est-à-dire, tes parents figuraient au nombre des rares dessinateurs à savoir faire le grand pas sur le côté. Quand la situation est devenue explosive, ils vous ont mis en sécurité ton frère et toi, dans le seul endroit inaccessible au Slish. Pour que vous ne soyez pas déracinés au cas où votre séjour se prolongeait, ils ont bloqué vos souvenirs. C'est assez facile à réaliser pour eux. Et ma troisième question, est-ce bien Eléa qui m'attire ici? Je ne peux à mon grand regret te donner de réponse absolue. Pourquoi? Normalement, le don du dessin ne s'éveille qu'aux environs de l'âge de 18 ans, et il semblerait que dans l'autre monde ce don s'affaiblisse ou parfois même disparaisse. Cela tendrait à prouver que c'est effectivement Eléa qui t'a conduit jusqu'ici. Toutefois, oui, imposer un pas sur le côté à quelqu'un sans l'accompagner est une faculté que seuls les Slish possèdent à ma connaissance. D'autre part, Eléa est prisonnière, et elle t'a avoué avoir dû économiser son pouvoir pour te contacter mentalement. Je vois mal comment elle aurait pu réussir l'exploit de te transférer en Gwendalavir. Si elle en avait été capable, elle aurait plutôt choisi de se libérer. Non, après réflexion, il est peu probable qu'elle soit à l'origine de ton arrivée. D'ailleurs, ton analyse démontre à elle seule le contraire. Le cercle noir? Sans qui Salim? Oui, acquiesça le vieil homme, le cercle noir. Je pense que tu as compris, et Willan? Camille hocha la tête. Les 3 couleurs primaires mélangées en quantité égale donnent du noir. Mes 3 cercles sont parfaitement superposés, c'est ça? Tout à fait, approuva Duhomme. C'est un cas d'école qui ne s'était jamais produit. Ça signifie, commença Salim. Ça signifie, reprit l'analyste, qu'Ewillan est la dessinatrice parfaite. Cela explique pourquoi elle peut toucher la sphère graphe Stitch et je crois qu'elle n'a besoin de personne pour voyager entre les deux mondes. Il y eut un long moment de silence que Camille rompit. Tout cela est bien beau, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? John Diller y réfléchit un instant. Tu possèdes le don dans sa plénitude. C'est incontestable, mais cela n'implique pas que tu saches t'en servir. Tu es très jeune et il faut d'ordinaire de nombreuses années de travail avant de le maîtriser. C'est pour cette raison que je suis d'accord avec Eléa, qui t'a demandé de ramener ton frère aîné. Il a certainement autant de pouvoir que toi et apprendra plus vite à l'utiliser. Camille soupira. Vous voulez que j'aille chercher un frère que je n'ai jamais vu, seulement qu'il a à peu près 18 ans et qui se trouve on ne sait où? Vous êtes au courant qu'il y a 6 milliards d'habitants dans notre monde? Pourquoi n'envoyez-vous pas quelqu'un d'autre? Parce que tu es la seule à pouvoir faire le grand pas, tout simplement. Erreur, je ne peux pas. J'ai fait le grand pas 3 fois, chaque fois sans réfléchir. Je ne sais pas le faire volontairement. L'analyste eut un sourire rassurant. Crois-moi, tu y arriveras. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vrai, mais n'oublie pas que c'est un maître analyste qui te parle. Camille rougit. Excusez-moi, je ne voulais pas être insolente. Je t'en prie, tu as toutefois en partie raison. L'apprentissage risque d'être long, même pour toi. Tu ne peux rester ici, car les Sliss savent que tu es de retour. Tu es assurément la personne qu'ils craignent le plus au monde. Ils vont tout faire pour t'éliminer. Nous devons partir très vite. Pour aller où? S'étonna Camille. À Alger, dans la capitale, près de l'empereur. C'est le seul endroit où tu seras en sécurité et où tu pourras apprendre ce que tu dois savoir pour regagner l'autre monde. Les Tslish ne vont pas attaquer la ville fortifiée comme elle est, s'exclama Salim. Puis j'ai vu les gardes à l'entrée sur de véritables chars d'assaut. Dom Nilerk secoua la tête. Seulement tu avais raison. Il ne reste qu'une poignée de soldats à Alvor. Le seigneur Sahil Muran et ses troupes ont gagné le nord, pour combattre les Raïs. Le château est vide et les Tslish ont le pouvoir de se transporter directement ici en faisant un pas sur le côté, ou de nous envoyer des tueurs.
Salim jeta un coup d'œil autour de lui. La pièce calme dans laquelle il se trouvait lui paraissait tout d'un coup menaçante. Des tueurs interrogea Camille. Vous parlez des raïs, des marcheurs? C'est une possibilité, bien que les marcheurs soient des animaux assez stupides, incapables d'obéir à une consigne complexe, et Tlich pourrait également lâcher sur nous un mercenaire du chaos. Encore un monstre? S'inquiéta Salim. Maître Duhomme soupira. Cela se complique. La société Gwendalavir est divisée en guildes. Certaines sont reconnues comme celles des marchands ou celles des agriculteurs, d'autres sont plus secrètes, la guilde des rêveurs ou celle des marchands par exemple. Dans votre monde, vous appelleriez ces derniers des voleurs, même s'ils sont davantage que cela. Les mercenaires du chaos constituent la plus obscure des guildes. Nul ne sait où se trouve leur quartier général ni quel objectif ils poursuivent. Ils sont organisés en une société extrêmement structurée et sont surtout opposés à l'Empire, n'hésitant pas à pactiser avec les Tlich ou les Raïs pour lui nuire. Si Edwin était là, continua l'analyste, je serais moins soucieux. Mais je doute qu'il ait pu s'en sortir face à deux guerriers Tlich. Le plus sage est de partir dès que possible. Retournez à l'auberge d'où vous m'avez parlé. Je vais vous donner un peu d'argent pour que vous achetiez des habits plus adaptés à un long voyage. Et pendant ce temps, je réglerai les détails de notre départ. J'espère que l'intendant du château acceptera de détacher quelques gardes pour nous escorter. Mais rien n'est moins sûr. Le vieil analyste se leva, gonflé d'énergie. Camille et Salim l'imitèrent. Une fois dans la rue, ils se mirent en quête d'une échoppe pour se procurer des vêtements. Fin du chapitre 17. Chapitre 18. Ils avaient examiné longuement les pièces données par Maître Duhomme, semblables à celles qu'ils avaient aperçues en traversant la foire. Elles paraissaient frappées dans l'acier et étaient triangulaires, leur cercle percé d'un trou en forme d'étoile. Le nombre de branches de l'étoile, leur avait expliqué Maître Duhomme, indique la valeur de la monnaie. Suivant ses conseils, ils conservèrent leur jean mais achetèrent des bottes souples cousues dans l'incontournable cuir de siffleur, et des tuniques amples se souvenant de la fraîcheur de la nuit passée à la belle étoile, ils firent également en plaid de deux ponchos de laine grise et de sacs assez semblables à celui d'Edwin, pourvus de nombreuses poches et de larges sangles. Lorsqu'ils arrivèrent à l'auberge du chien qui dort, la journée tirait à sa fin. Ils trouvèrent Bjorn qui sommeillait dans un fauteuil, les pieds sur une table basse. Salut, jeunes gens, leur dit-il en voyant. Tout s'est bien passé? Assez bien, oui, répondit Camille laconique. L'aubergiste s'enquit de ce qu'il désirait. Camille consulta Salim du regard avant de répondre. Mangez, pour l'instant. Nous attendons quelqu'un, mais s'il tardait trop, serait-il possible d'avoir une chambre? Le tavernier confirma qu'il n'y avait aucun problème. La saison était creuse, et à cause de la guerre et des incursions de bandits, les gens hésitaient à voyager. Les chambres libres ne manquaient pas. M'acceptez-vous comme compagnon? Leur demanda Bjorn alors qu'ils s'attablaient. Volontiers, accepta Camille, en se poussant pour lui faire une place. Je suis peut-être curieux, commença le chevalier blond, mais ce départ nocturne a-t-il un rapport avec votre quête? Oui, soupira Salim, mais je crois qu'on n'en a pas fini. Bjorn sourit largement. Je suis plutôt désœuvré en ce moment. Accepteriez-vous mon aide pour atteindre votre but, quel qu'il soit? Je croyais que tous les soldats étaient à la guerre, s'étonna Salim. Je ne suis pas un soldat, mon garçon, je suis chevalier, et cela n'a rien à voir. Je ne suis pas un militaire. Chevalier est un titre que l'on gagne par sa valeur, et il faut l'avouer avec un peu d'argent. Or, je possède les deux à profusion. Je vais où je veux, et si j'ai déjà combattu les raïs avec les armées impériales, je recherche surtout les quêtes glorieuses qui bâtissent les légendes. Camille le regarda surprise. Pourtant, vous ne nous connaissez pas. C'est vrai, mais une quête est une quête. Et puis, continua-t-il, j'ai une dette envers vous. Une dette? Oui, vous avez fait preuve cet après-midi de beaucoup de délicatesse. Je n'ai pas vraiment tué cette lisse, même si mes coups l'ont obligé à prendre la fuite. Vous avez cependant passé ce détail sous silence, m'évitant une honte cuisante. C'est un gros détail, se moqua Salim. Vous ne croyez pas? Non, pas du tout. J'ai aussi de nombreuses tiges dans ma vie. Je ne suis plus à un prêt. Camille leva les yeux au ciel et se désintéressa de la conversation. Son esprit était absorbé par ce qu'elle venait d'apprendre et les rondomontades de Bjorn l'agaçaient. Salim, lui, se piqua au jeu, son ironie trouvant là un terrain de prédilection. Je croyais que des Tlich étaient très difficiles à tuer. Ils le sont, affirma le chevalier. Tu as sans doute devant toi le seul homme de Gwendalavir à en avoir combattu autant et à avoir survécu. Et vous ne vous rappeliez pas que leur sang était vert? Leur sang est rouge, ton ami se trompe. Je suis prêt à défier en combat singulier tout homme qui prétendrait le contraire.
Salim s'apprêtait à répliquer quand une voix calme s'éleva derrière eux. Le sang d'Etzlich est vert, et tu es un menteur, Bjorn. Tu es un menteur. Bjorn bondit sur ses pieds. Salim se retourna. Edwin! Camille sursauta. Leur guide était assis à une table proche, les épaules calées contre le dossier de sa chaise. Il eut un petit sourire en voyant leur réaction. Je vous avais dit que je vous retrouverais. Je ne mens jamais, moi. Il avait prononcé ces derniers mots en regardant Bjorn dans les yeux. Le chevalier devint écarlate. Par le sang des figés, cria-t-il, qui que tu sois, je vais te corriger. Il poussa un rugissement sauvage et fonça sur Edwin. Le chevalier blond devait bien mesurer 15 centimètres de plus qu'Edwin, et lui rendre 30 bons kilos. Il était debout et furieux, tandis que son adversaire était toujours assis, paraissait surpris de la tournure prise par les événements. L'affaire fut promptement réglée. Edwin évita la charge de Bjorn en se glissant souplement sur le côté, et se leva comme dans un pas de danse. Il lui souleva le bras gauche presque avec délicatesse, et porta 2 athémies sauvages dans ses côtes. Le chevalier ouvrit la bouche comme pour hurler, mais aucun cri ne sortit. D'écarlate, il devint cramoisi, battit l'air des 2 bras pendant une seconde et s'abattit comme une masse. Edwin secoua la tête avec écœurement. Et fragile avec ça. Camille et Salim n'avaient pas bougé. Vous ne l'avez pas demanda le garçon à voix basse. Non, le rassura Edwin. Il va retrouver son souffle, regarde. Bjorn poussa un grognement rauque. Il s'assit avec difficulté en se tenant précautionneusement les côtes. Charitable, Edwin lui tendit une main que le chevalier saisit pour se redresser. Bon sens, gémit-il. J'ai l'impression d'avoir percuté un rhinocéros. Qui diable es-tu? Camille sourit. Elle aimait bien Bjorn, pourtant sa prétention méritait d'être douchée. Il s'appelle Edwin Till Ilan, déclara-t-elle. Et s'il est là ce soir, c'est qu'il a tué Dödslich, et lui c'est vrai. Dödslich, commença Bjorn. Puis il s'arrêta et devint tout pâle. Edwin Till Ilan, reprit-il en articulant lentement. Vous êtes... Comme Edwin acquiesça en silence, Bjorn plaqua ses 2 mains sur son visage. Décidément, soupira-t-il, je cumule les bourdes, il faut que je me reprenne. Edwin Till Ilan, c'est impossible. Camille et Salim le regardèrent surpris. D'accord, Edwin était impressionnant. Et le chevalier avait reçu une fameuse correction, mais il en faisait un peu trop à leur goût. Ils comprirent avec un temps de retard lorsque Bjorn ajouta. Edwin Till Ilan, maître d'armes de l'empereur, commandant de la Légion Noire, vainqueur des 10 tournois. Je vous prie de me pardonner, je suis vraiment un âne batté. C'est plutôt un âne battu, souffla Salim à Camille qui pouffa. C'est bon, lança Edwin à Bjorn. Tâche de parler moins et d'agir plus, tu ne pourras que t'améliorer. Maintenant je souhaiterais m'entretenir avec ces 2 jeunes hommes, peux-tu te retirer? Le chevalier lança à Camille un sourire penaud et gagna le fond de la salle. Vous avez été dur avec lui. Tu trouves? Répondit Edwin, l'air étonné. Salim intervint. Pas du tout, ce n'est que justice que les menteurs se fassent un peu masser les côtes. L'aubergiste, qui avait soigneusement évité de lorgner dans leur direction pendant l'altercation, s'approcha de leur table avec un plateau chargé d'un ragoût fumant. C'est du siffleur? S'informa Salim, qui commençait à apprécier la nourriture locale. Oui, confirma Edwin, et certainement meilleur que celui que je vous ai fait goûter hier. Pendant qu'on les servait, Edwin s'assit et planta ses yeux dans ceux de Camille. Raconte-moi ce que vous avez fait depuis que nous sommes quittés ce matin. Elle soupira. Je commence à en avoir assez de raconter tout ce que je fais. Edwin garda son regard gris fixé sur elle, et Camille raconta. Fin du chapitre 18. La nuit était glaciale, mais ce n'est pas la température qui empêchait Camille de dormir. Allongée dans le chariot, elle contemplait le ciel pur où brillaient des myriades d'étoiles. Toutefois, l'éclat des astres ne parvenait pas à la distraire. Elle songeait à la tournure qui avait pris sa vie. Changer de monde, découvrir l'identité de ses parents et se heurter à des forces maléfiques, apprendre qu'elle possédait un tour unique, tous ces bouleversements avaient éparpillé ses repères et elle avait du mal à se retrouver dans la multitude de sentiments qui s'entrechoquaient en elle. Elle aurait souhaité faire une pause afin de mettre de l'ordre dans ses pensées, mais cela lui avait été refusé. Edwin avait pris les choses en main. Il les avait envoyés se coucher en les avertissant qu'il faudrait certainement se lever dans la nuit. Juste avant de monter à l'étage, Camille l'avait vu se diriger vers Bjorn, toujours attablé au fond de la table. Au fond de la salle. C'était encore Edwin qui les avait réveillés alors qu'il leur semblait s'être endormis depuis moins d'1 heure. Un attelage les attendait dans la rue. Le conducteur en était Duom Nilherg. 3 hommes en armure montés sur des chevaux de guerre encadraient le chariot. À leur grande surprise,
Camille et Salim reconnurent Bjorn parmi eux. Le chevalier leur adressa un sourire complice par l'ouverture de son aume. Les deux autres cavaliers, Hans et Maniel, ressemblaient comme des jumeaux aux gardes qui surveillaient la porte de la ville, et ne leur jetèrent pas un regard. Leur armure était moins rutilante que celle de Bjorn, et Salim, qui accordait de l'importance à ce genre de détails, comprit que les deux hommes étaient des soldats de métier. Il grimpa avec Camille dans le chariot. Des sacs et des couvertures y étaient entreposés. Ils s'y ménagèrent une place. Edwin se mit en selle. C'était le seul guerrier à ne pas porter une armure d'acier. Mais son statut de chef ne faisait aucun doute. Il donna le signal de départ. 3 mots à peine avaient été échangés. Ils avaient quitté la ville depuis 2 heures et le jour ne s'annonçait pas. Camille s'enrola plus étroitement dans sa couverture. Salim s'endormit près d'elle. Poussa un grognement. Salim, endormi près d'elle, poussa un grognement. Elle se tourna vers lui. Quelle était donc sa place dans cette histoire? Camille avait accepté le fait que ce monde était le sien. Elle le percevait dans toutes les fibres de son corps, et rien ne la retenait dans celui qu'elle avait quitté. Ce n'était pas le cas de Salim. Elle se sentait responsable de l'avoir entraîné dans cette aventure. Même si cela avait été involontaire. Elle se rendait bien compte qu'elle était heureuse, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela durerait. Il était possible que Salim ne revoie jamais sa mère, sa famille. Elle se redressa sur un coude. Enveloppée dans un épais manteau de fourrure, Djomnil-Erg conduisait, perdu dans ses pensées. Voyant qu'elle ne dormait pas, Bjorn talonna son cheval et se plaça à sa hauteur. « Alors, demoiselle, le sommeil vous fuit ?»« Je crois, remarqua Camille, que c'est plutôt moi qui fuis le sommeil. » Il y eut un moment de silence, puis le chevalier eut un sourire gêné. « Vous devez croire que je ne suis qu'un bouffon. » Camille réfléchit un instant. « Oui, un peu. » Elle ne cherchait pas à le blesser. Pourtant, il lui paraissait important que Bjorn sache qu'elle pensait vraiment. Le chevalier grimaça. Il avait ôté son aume qui pendait maintenant à sa selle. Il passa la main dans ses cheveux. « J'ai bien peur que vous n'ayez raison. J'ai trop souvent fait semblant, triché, menti. Je me demande pourquoi un homme comme Edwin Tillilan m'a proposé de l'accompagner alors que je me suis couvert de ridicule. Qu'en pensez-vous » Camille sourit. Elle trouvait un peu étrange qu'un adulte de la stature de Bjorn lui demande son avis. Mais il ne lui fut pas difficile de répondre à sa question. Depuis son arrivée à Gwendalavir, il lui semblait avoir mûri. Peut-être était-ce simplement parce que personne ne la considérait comme une enfant. « Je ne connais pas Edwin, observa-t-elle. Je ne pense d'ailleurs pas que ce soit possible de connaître quelqu'un en 2 jours, ni même en 2 mois. Par contre, je jurerais qu'il ne vous a pas invité pour vous faire plaisir. Cela ne ressemblerait pas au personnage. Mais alors, il doit avoir ses raisons. Vous n'êtes peut-être pas aussi nul que vous l'affirmiez. Tout à l'heure, Edwin s'en est sans doute rendu aperçu. » Camille regarda autour d'elle. Djom fixait le lointain, ne prêtant pas attention à leur conversation. Les 2 soldats chevauchaient côte à côte à l'arrière, et il n'avait pas de trace d'Edwin. « Il fait des allers-retours, » expliqua Bjorn. « Il n'arrête pas. À l'avant, à l'arrière, il surveille tout. Il a combattu les Dödslich dont vous avez parlé pendant je ne sais combien de temps. Il n'a pas dormi, et il passe son temps à chevaucher dans tous les sens. À sa place, je serais déjà mort d'épuisement. De quoi est fait cet homme d'acier ?» Il y avait tant d'admiration et d'envie dans la voix de Bjorn que Camille éclata de rire. Côté d'elle, Salim remua, et Dwam parut sortir de sa rêverie. « Vous avez essayé de le briser, se moqua-t-elle gentiment. Ça ne vous a pas porté chance. » Le chevalier se tâta les côtes en souriant piteusement. « C'est vrai que pour une correction, c'était une correction. Vous savez, Camille ? Oui. Lorsque je vous ai proposé mon aide pour votre quête, j'étais sérieuse. Edwin Tillilan ne m'a pas forcé à venir, je suis ici de mon plein gré. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais depuis que je vous ai rencontré, j'ai l'impression d'être redevenu maître de mon destin. Je vais peut-être enfin commencer à avancer dans le bon sens. Je crois que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un d'important. Sachez que quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté. » « Merci, » dit Camille gravement. « Je vous en prie, merci pour votre honnêteté de tout à l'heure. C'est une chose rare et précieuse. Maintenant, si cela ne vous ennuie pas, j'aimerais que l'on se tutoie. J'en serais réellement honoré. » Camille s'apprêtait à accepter de bon cœur quand un long sifflement l'interromput. Bjorn jeta un regard tout autour de lui tandis que les 2 soldats se placèrent de part et d'autre du chariot. Surgissant de derrière une butte, un cheval dévala la pente dans leur direction. « Le voilà !» souffla Bjorn. Fin du chapitre 19. Edwin arriva rapidement à leur hauteur, le visage soucieux. « Une bande de pillards, à un peu moins de 500 mètres, » annonça-t-il de sa voix calme. « Ils nous ont repérés et sont à cheval. Ils sont plus rapides que nous. Il va falloir combattre. Bjorn, tu ne t'éloignes pas du chariot, tu protèges Camille sur ta vie. » Edwin n'avait pas haussé le ton, mais sa voix ne tolérait aucune contradiction. Salim, qui était réveillé en sursaut, écarquait les yeux.
Et moi? Edwin le regarda froidement. Tu n'as qu'à rester près de Camille, bénéficieras de la protection de Bjorn. Il se tourna vers le chevalier. Camille sur ta vie, tu as compris? Bjorn acquiesça en silence et enfila son aume. Edwin poursuivit. Je pars devant avec Hans et Maniel. Suivez-nous à environ 100 mètres. Nous essaierons de forcer le passage. Ils ne sont qu'une vingtaine, mais s'ils venaient à nous déborder, résistez et nous replierons sur vous. Rien qu'une vingtaine, souffla Salim. Déjà, Edwin avait fait voler son cheval. Il prit le trot, suivi des 2 soldats qui avaient dégagé leurs redoutables lances. Bjorn décrocha la hanche de combat qui pendait à sa selle, et passa la main droite dans le lien de cuir attaché aux manches. Ça va aller? Demanda-t-il. Le vieil Anaïs eut un ricanement. Ne t'inquiète pas, jeune homme, j'ai connu des situations autrement plus désagréables. Ce ne sont pas quelques maraudeurs qui vont m'effrayer. En avant alors, s'exclama Bjorn. Edwin Tillan a dit 100 mètres. Je ne voudrais pas le décevoir. Dom fit claquer les rênes et les 2 chevaux de trait se mirent en marche. Le ciel choisit cet instant pour s'éclaircir. La lumière blafarde qui précède l'aube donna un peu de relief au paysage. Les pillards avaient dressé leurs embuscades dans un petit bosquet qui traversait la piste. Lorsqu'ils s'aperçurent que leur ruse avait été éventée et que 3 hommes armés se dirigeaient vers eux, un rugissement de colère monta des arbres. Edwin leva la main. Les 2 soldats se stoppèrent derrière lui. À son tour, Dwom arrêta l'attelage. Soudain, un pillard surgit du bosquet, couché sur son cheval lancé au galop. D'autres suivirent en désordre. Edwin poussa un cri et tira son sabre avant d'éperonner sa monture. Hans et Maniel l'imitèrent, leurs monstrueuses lances pointées en avant. Camille dut plisser les yeux pour discerner ce qui se passait. Edwin, debout sur ses étriers, cingla l'air de sa lame, d'un côté puis de l'autre. 2 pillards s'abattirent. Les lances des soldats entrèrent dans la danse et la mêlée devint confuse. Bjorn trépignait sur sa selle, pris par l'envie presque irrésistible de se jeter dans le combat. Salim tirait sur ses tresses sans s'apercevoir qu'il menaçait de les arracher. Seul Dwom Nil-Erg demeurait parfaitement immobile. Camille se sentait distante, détachée. Ce fut pourtant elle qui la première aperçut les 2 hommes qui, ayant contourné la bataille, fonçaient vers eux. « Bjorn !» cria-t-elle. Le chevalier réagit instantanément. Il lança son étalon qui bondit à la rencontre des assaillants. Le choc des chevaux se percutant fit un bruit atroce. La hache de Bjorn meurtrière se leva et s'abaissa. Salim crut voir un objet rond de la taille d'un ballon s'envoler, et les pillards ne furent plus qu'un. Pour cela, gémit-il, on fait comment? Camille et Dwom pivotèrent. Arrivant de l'autre côté, 4 bandits les chargèrent. Pour moi, cria le vieil Anaïs, avec Ewilan, si tu t'en sens capable. Il porta les mains à son front et ferma à demi les yeux. Sous le regard effrayé et dubitatif de Salim, Camille perçut la naissance du dessein. Comme lorsqu'elle avait vu Edwin allumer le feu, elle vit Dwom générer une forme qu'il poussa vers la réalité. Les traits étaient sobres mais nets, les couleurs criantes de vérité, du bon travail. C'était une haie de buissons aux redoutables épines, que Nanalis s'efforçait de matérialiser devant les 4 assaillants. Il allait y parvenir lorsque son esprit percuta un mur invisible, et il ne manquait plus que quelques détails à parfaire pour que le dessin devienne réalité. Mais cela lui était soudain impossible. Camille comprit ce qu'il voulait dire en expliquant que les Tzlich contrôlaient l'accès à l'imagination. Une barrière intangible mais infranchissable empêchait Dwom d'achever son dessein. Le verrou. Les 4 pillards arrivaient sur eux. Bjorn luttait toujours avec son adversaire, et près du bosquet, la bataille continuait de faire rage. Camille tendit son esprit vers celui de Dwom, qui luttait en vain contre l'obstacle mental. Elle s'empara sans effort de sa création, et franchit le verrou de Tzlich, impuissant à lui interdire l'accès au spire. En une fraction de seconde, elle acheva le dessin. Les épines s'allongèrent jusqu'à mesurer plus de 20 cm. La haie s'épaissit en un taillis inextricable, et tout d'un coup devint réelle. Lancés au galop, les chevaux des bandits pilèrent net devant cet obstacle inattendu. Dans un merveilleux ensemble, les cavaliers s'envolèrent, décrivant une harmonieuse parabole dans le ciel, et s'abatturent comme des masses au milieu du taillis. Des hurlements de douleur s'élevèrent. « Yahoo !» hurla Salim en signe de victoire. Dwom Nil-Erg tourna vers Camille un regard admiratif qu'elle ne perçut pas. Un barrage se rompait dans son esprit et le pouvoir déferla en elle. Elle comprit le dessin, comme si elle l'avait toujours pratiqué, comme si elle avait toujours fait partie d'elle. Toutes ces nuances, toutes ces arcanes, tous ces potentiels devinrent évidents. Elle s'ouvrit au dos. Salim la vit se mettre debout sur le chariot. Bjorn finissait de régler son compte à son adversaire,
Et plus loin, Edwin, déchaîné, épaulé par Hans et Maniel, réduisait en bouillie les bandits restants. Les survivants durent se dire qu'ils en avaient assez. Sans se concerter, ils firent volte-face pour s'enfuir. L'orage naquit alors dans l'esprit de Camille. D'abord gigantesque, elle en redessina les contours, le réduisant jusqu'à ce qu'il atteigne la taille voulue, en conservant sa puissance. Les fuyards se croyaient saufs, leurs chevaux étaient rapides, et le monstrueux guerrier qui avait éliminé tant de leurs compagnons ne les poursuivait pas. Mais le ciel limpide de l'aube naissant se couvrit brusquement. Des nuages noirs ondulants et menaçants s'amassèrent au-dessus de leur tête, tandis que 10 mètres plus loin, le soleil apparaissait. L'enfer se déchaîna. Des trombes d'eau s'abattirent sur eux. En quelques secondes, le sol devint un bourbier où les chevaux affolés s'enlisèrent. Dans un affreux enchevêtrement, hommes et animaux s'effondrèrent. Puis aussi soudainement qu'il était apparu, l'orage disparut. Couverts de boue, les pillards se relevèrent péniblement, et s'éloignèrent tant bien que mal. Les spectateurs ne leur accordèrent pas un regard, leurs yeux étaient tournés vers Camille. Elle était toujours debout dans le chariot, les bras levés vers le ciel. Les premiers rayons du soleil se prirent dans ses cheveux qui se nimbèrent d'or. Elle éclata d'un rire sauvage et émerveillé. Son héritage retrouvé comblait en elle un gouffre invisible. De nouveau entière, elle rayonnait de joie. Et voici pour la fin du chapitre 20 et la fin de cette session. Hop. Comme à mon habitude, je vais remercier tous ceux qui ont vu cette rediffusion ou qui ont regardé ce live. Je vous invite à me retrouver dans de futurs lives, même si je n'ai pas vraiment de programme fixe. Mais je remercie quand même également ceux qui ont pu être présents. N'hésitez pas à regarder mes vidéos et rediffusions de lecture et autres sujets. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir.